Eh bien, aujourd'hui, imaginez une émission qui vous ramène dans le temps, des siècles en arrière, pour évoquer et comprendre un fait, une histoire, un peuple, un territoire, les Antilles. Bonjour, ça au fait, comme on dit en créole, et nous sommes très heureux de vous retrouver dans Matin Bonheur. Allez, on est ensemble pour cette émission. Ce sera un pur bonheur d'être avec vous, et ce pour 90 minutes où nous allons, oui, je l'ai dit, voyager dans le temps avec un invité, et sans oublier que vous aurez des infos, du sport, du petit-déj, enfin tout ce qu'il vous faut pour agrémenter votre vendredi. Bienvenue à tous et surtout, on commence maintenant. Bonjour à tous. Pour la matinée, on observera un temps progressivement ensoleillé dans la région du littoral et du sud forestier. Les régions du nord et de la bande centrale seront également dominées par du soleil durant cette matinée. Les températures prévues pour la matinée, on observera 24 degrés à Abingoro, Abidjan, Adjaké, Bondoukou et Boaké, 25 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Giglo, 25 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans, 24 degrés à Oténé, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 25 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et Amsoko. Au cours de l'après-midi, en milieu ou en fin de période, on observera des orages et de la pluie dans les régions du nord, de l'ouest et du centre du pays. On aura également des foyers orageux isolés dans le sud forestier. Sur le littoral, on observera de faibles pluies par endroits en fin de période. Les températures pour cet après-midi, on notera 34 degrés à Abingoro, 32 degrés à Abidjan et Adjaké, 34 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, Bouna et Boundiali, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa et Giglo, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Mans, 35 degrés à Oténé, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 34 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 33 degrés à Yamsoko. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de la RTI. Voilà, vous suivez Matin Bonheur et c'était la couleur du temps à l'instant pour vous permettre de bien entrer dans cette émission. Nous allons vous donner quelques informations avant de poursuivre. Eh bien, nous sommes le 14 mai. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 134e jour de l'année. Il nous en reste 231, bien sûr, avant le 31 décembre pour terminer cette année 2021. Pour les noms calendaires, nous avons les Mathias que nous célébrons aujourd'hui et pour les prénoms africains, direction l'Éthiopie. Si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Dikenesh, qui veut dire merveilleuse. Et si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler Dessalaigne, qui veut dire je suis joyeux. Allez, pour les proverbes, on guérit une maladie, mais on ne guérit jamais une mauvaise habitude. À méditer là-dessus tout au long de cette journée. Aussi, dans cette émission, on l'a dit, des infos. Vous aurez le flash d'informations dans quelques secondes seulement, en compagnie de Mr. Friday, qui nous permettra d'avoir toute l'actualité nationale. Et ensuite, sur le coup de 7 heures, ce sera l'actualité internationale. Et ensuite, pour le programme, bien sûr, du sport à vous proposer, le petit-déj avec des invités particuliers que nous allons recevoir aujourd'hui. Et nous allons évoquer l'esclavage et ses abolitions dans les Antilles françaises en compagnie de notre invité, M. Georges Ravoteur, qui est déjà dans nos locaux. Bien sûr, avec lui, on va évoquer quand même cette
cette période et tout ce qui tourne autour. Voici quelques spots à vous proposer et ensuite on revient pour le flash. À tout de suite. Vendredi 14 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information, bien entendu au cœur de Matin Bonheur. Dans la dynamique d'approcher les pays voisins et ses homologues pour discuter des questions de sécurité, de défense et de coopération, le ministre d'État, ministre de la Défense, a entamé le dimanche dernier une tournée dans la sous-région ouest africaine. Après le Burkina Faso, la délégation ivoirienne a mis le cap sur le Mali. À Bamako, Téné Birahima Ouattara a eu une séance de travail avec son homologue malien. Comme à Ouagadougou, les échanges ont porté sur les stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme. Le récit d'Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et le Mali, ensemble pour la sécurisation de leurs frontières communes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, en visite de travail et d'amitié à Bamako. Dans la capitale malienne, il a échangé avec son homologue malien de la Défense, le colonel Sadio Kamara, sur les stratégies communes à mettre en œuvre pour freiner le terrorisme dans la sous-région. Notre rencontre d'aujourd'hui nous permettra d'échanger sur comment nos deux armées peuvent et doivent collaborer ensemble pour sécuriser et stabiliser nos frontières en luttant contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. On comprend aisément pourquoi nos deux pays doivent travailler fortement à sécuriser cette zone frontalière où nous avons en commun des populations liées par le sang, la culture, l'histoire et l'économie. On mesure toute l'importance et l'exigence de notre coopération militaire. Il nous faut conjuguer nos efforts. Il nous faut renforcer notre coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il nous faut intensifier nos échanges réguliers dans le domaine du renseignement. Il nous faut coordonner nos différentes actions, qu'elles soient politiques, économiques et militaires, dans nos différentes zones opérationnelles. Il nous faut conduire des opérations militaires conjointes aux frontières contre ces bandes armées criminelles et terroristes. Il nous faut mettre en place un cadre de concertation entre les autorités politiques et militaires de nos deux pays. C'est là, Monsieur le ministre, l'une des raisons de notre déplacement ici en terre malienne, pour voir dans quelle mesure nous pourrions mutualiser nos efforts, que ce soit dans le domaine du renseignement, que ce soit dans le domaine des moyens logistiques, pour essayer de freiner ce fléau qui dévaste tous les jours nos populations. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a également été reçu par le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La Poste de Côte d'Ivoire se rapproche de la jeunesse estudiantine. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a procédé à une visite des locaux de la Poste du futur, située dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On regarde le compte-rendu d'Éric Goré. Adam Roger, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est là pour voir de plus près les locaux de la Poste. Cette poste se rapproche davantage des populations ivoiriennes et surtout de la jeunesse, avec la montée en puissance des prestations numériques et digitales. Facilitation pour obtenir des documents administratifs, actes de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, entre autres. Il y a aussi la livraison des colis à domicile et plusieurs autres produits. Sur le site de l'université, justement, nous avions un bureau de poste à l'époque qui était à Abidjan 22, qui avait été fermé depuis les événements difficiles de la Côte d'Ivoire.
Et donc dans sa réouverture, nous avons pensé qu'il fallait le reconceptualiser et en même temps, donc à partir de ce bureau-là, présenter la nouvelle vision de la Poste qui est une poste multiservice, multitâche qui met le digital au cœur de sa politique. Le ministre Adam Reger dit sa satisfaction. Nous sommes venus nous assurer que cette poste du futur est réellement futuriste. Et ce qu'il faut dire, c'est que j'étais vraiment agréablement surpris par la qualité des travaux qui ont été réalisés, du concept futuriste. Et on pense qu'avec ce bâtiment, un bel édifice qui va nous permettre de développer les activités postales. Cette agence de la Poste de l'Université de Cocody sera fonctionnelle 7 jours sur 7. Voilà qui referme à ce tout premier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Je vous reviens dans une demi-heure. Et on sera toujours avec vous aussi avec beaucoup de plaisir. Merci Ablaye et puis excellent moment sur RTI 1 avec vous, chers téléspectateurs. Nous terminons la semaine donc avec ce numéro de Matin Bonheur. On reste avec l'actualité et nous sommes en compagnie de Renaud pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Renaud qu'on n'a pas eu pendant 2 jours. Oui, bien évidemment, parce que les journaux ne paraissent pas en raison des jours fériés. Bien sûr. Mais je te dis, comme tu nous as manqué. Hein, mais vous aussi, vous m'avez manqué. Dans ce studio. Vous m'avez manqué aussi. Allons-y avec ces informations pour la revue de presse. Fête du Ramadan et de l'Ascension, eh bien, les journaux ne paraîtront pas ce vendredi et demain samedi. Oui, et c'est la décision prise par le bureau exécutif du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, qui entend à travers elle permettre aux employés des entreprises de presse dont les journalistes de fêter ces 2 événements dans de bonnes conditions. Dans les faits, les lecteurs ont pu constater que depuis le mercredi 12 mai, les journaux ne paraissent pas, mais rassurez-vous, ils seront de retour dans les kiosques dès le lundi 17 mai 2021. Et rassurez-vous aussi, on a juste quelques informations avant de laisser Renaud partir. Célébration de l'Ascension 2021, les fidèles chrétiens invités à être de véritables témoins de l'Évangile. Oui, c'est l'une des exhortations faites par le clergé catholique à l'occasion de cette fête qui commémore la montée de Jésus-Christ au ciel. Célébrée 40 jours après la résurrection du Christ, l'Ascension précède la Pentecôte qui intervient 10 jours plus tard. Et cette année 2021, la Pentecôte est prévue pour le 23 mai 2021. Allons-y avec un chiffre dans cette revue de presse. Oui, 1185, c'est le nombre de constructions qui seront démolies ce mercredi 19 mai dans les communes d'Adjamé et d'Atekoubé. Cette action, selon l'Infodrome, s'inscrit dans le cadre de la libération des emprises du projet du 4e pont d'Abidjan. Et les quartiers concernés par cette opération sont ceux de Boribana, Fromager, Jean-Paul II et Mairie 1. Et affaire une femme décédée dans la salle d'accouchement du CHR d'Adzopé. Les premières sanctions sont tombées. Oui, le directeur de l'hôpital a été relevé de ses fonctions. Avec lui, un médecin gynécologue et 3 sages-femmes de garde le jour des faits. Et COP aussi de suspension d'activité professionnelle. L'annonce faite ce mardi 11 mai par le ministère de la Santé, selon l'agence ivoirienne de presse. Et pour rappel, c'est le jeudi 6 mai 2021 que Dame Zerbo est décédée à l'hôpital général d'Adzopé suite à une négligence du personnel médical. Et on termine avec du sport. L'Africa Sport s'éloigne de la superdivision et fonce vers la relégation. Oui, les Oye ont été battus par l'Azida Bengrou 2-1 ce mercredi 12 mai à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1. Et cette défaite enfonce encore un peu plus le club vert et rouge dans les méandres du classement du championnat national. En 9 matchs joués, l'Africa Sport a enregistré 6 matchs nuls, 2 défaites et 1 victoire. Il reste encore 3 matchs aux Oye pour sauver leur saison selon Supersport. Merci à Renaud. Merci Antoine. Renaud qui est béni bien, cette semaine, 2 jours de repos. On est tous bénis là. Pour une fois où ça arrive. Il faut en profiter, parce que ce n'est pas tous les jours dimanche. Non, ce n'est pas tous les jours dimanche. Merci beaucoup à Renaud et puis très bon début de week-end. Oui, merci. Allez, la suite, routine matinale dans cette émission en compagnie de la coach que vous connaissez bien, Priska Brou-Mcho. Elle est coach en bien-être. On regarde. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Brou Priska, communément connue sous le nom de Coach Priska. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes routines, donc le matin. Quand je me réveille, d'abord je me réveille à 5 h du matin, 4h30, 5 h.
quand je me réveille, je prends le temps de faire une petite méditation. Je fais le point de ma journée de la veille, hein, de tout ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai des contrariétés? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire que je n'ai pas fait? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles je devrais me réorienter, me concentrer pour la journée? Et donc, je prends ce temps de réflexion-là. Quand je finis, je confie ma journée au Seigneur et je vais prendre mon bain. Donc, après avoir pris mon bain, donc mon brossage à dents, etc., je réveille les enfants, je prépare l'eau. C'est vrai, j'ai un personnel de ménage, mais c'est le moment parfait pour moi de passer la journée avec mes enfants parce que le travail fait que je sors tôt et je rentre tard. Donc, je m'occupe moi-même de chauffer l'eau le matin, de réveiller les enfants, de laver les plus petits parce que c'est mon moment de partage, d'échange avec eux, avec elles parce que ce sont des filles, et les plus grands également. Donc on bavade, chacun s'habille, chacun se démêle pour aller à l'école. Je fais le point de leur révision, des devoirs de classe et tout. Et donc quand eux ils passent à la table le petit déjeuner, moi je prends la route pour le bureau. Donc après les embouteillages, bon, j'ai une journée comme tout le monde, hein, au bureau, je m'active, je gère mes dossiers, je suis mes travaux et tout ça. Rarement je prends les pauses déjeuner parce que bon, pour moi, le travail, une fois que vous êtes imbibé dans le travail, vous êtes imprégné, s'arrêter, ça coupe l'inspiration. Donc très souvent, entre midi et 2, je continue de travailler jusqu'au soir. Donc le travail finit à 17h30, mais je peux rester au bureau jusqu'à 19h, 20h si j'ai des urgences. Et donc après, je retourne à la maison, je retrouve mes enfants, je vérifie leurs devoirs, je mange avec eux, on bavade, on rigole. Et quand il est l'heure d'aller au lit, on va dormir, ils font la prière. Et puis chacun va se coucher. Et puis bon, moi, je prends le temps de travailler sur mes dossiers personnels. J'écris beaucoup. Je fais mes publications sur Facebook. Je réponds à mes mails. Je réponds aux messages inbox que je reçois de toutes les personnes qui m'écrivent. Et puis bon, ma journée prend fin. Je fais ma petite prière et je me rendors. Et le lendemain, la journée reprend encore. Donc voilà un peu une journée de Coach Prisca. Elle n'est pas si extraordinaire que ça, mais bon, j'apprécie ma routine quotidienne. Voilà. Donc de temps en temps, je change aussi ma routine. Il y a des jours, un jour sur 2 ou 3 ou 4, je vais rendre visite à une amie ou un collègue, etc. etc. Donc le week-end aussi, j'ai mes petites routines, je vais au sport. Je sors avec les enfants, on va au parc, on va jouer et tout ça. Donc voilà mes petites routines. Donc c'est pas vraiment extraordinaire, mais ce sont mes routines. Donc je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir suivre également vos routines également. Et merci d'avoir suivi cet élément. Merci. Merci aussi à vous, coach Prisca. Elle a dit que ce n'est pas extraordinaire, mais c'est important. Ça permet comme ça de bien commencer sa journée et surtout d'avoir une journée bien calibrée. Et une journée bien calibrée, bien organisée, elle est très importante pour nous permettre d'être en harmonie avec nous et aussi avec les autres. C'est un instant qu'on aime bien dans cette émission lorsque nous sommes mardi et aussi vendredi parce que nous allons vous permettre comme ça de voyager à travers toutes les cultures du monde dans ce que nous vous offrons en matière de gastronomie. Et il est avec nous, le chef d'Aguerre. Ce sera juste après ce jingle. Voilà, chef d'Aguerre, bonjour. Bonjour Thierry. Comment ça va? Ça va trop bien et vous, ça va? Derrière ce décor, est-ce que nous avons ici aujourd'hui? Présentoir, on s'appelle présentoir. Oh, oui, ce présentoir. Comme un manège. Ouais. Comme un manège. Ouais. Je vais dire un manège culinaire. Je me permets le mélange de mots. On peut dire ça. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui avec vous? Moi, je vous laisse présenter ce que nous avons aujourd'hui. Okay. D'abord, on a un croissant avec de l'avocat, une sauce qui s'appelle guacamole, une sauce mexicaine. On va farcir le croissant avec de l'avocat, oui, avec du thon. Le thon, il est mélangé avec du mayonnaise, avec du poivron rouge. Oui. Et puis, tapenade d'olive. C'est tout.
OK. Alors, on va aller doucement d'abord avant de faire notre sandwich avec les croissants. Donc, le guacamole, on rappelle que c'est de l'avocat. Oui, c'est de l'avocat. La purée d'avocat. Okay. Non. On peut dire que c'est une petite salade que ça se présente dans la cuisine mexicaine. Cette salade toujours est présentée avec tout leur mets. Donc là, moi, j'ai aimé de changer un peu. Oui. La farcir dans un croissant. Dans un croissant. Avec du thon que ici, nous, en Côte d'Ivoire, on aime avoir le thon le matin. Qu'est-ce que vous avez ajouté dans le guacamole? Parce que je vois, c'est de la tomate que je vois là, à l'intérieur. Il y a de la tomate, il y a de l'oignon, poivron vert, un peu de coriandre, sel, poivre, huile d'olive. OK. Alors là, on commence avec... tapenade d'olive. Tapenade d'olive. Olive noire. Olive noire. Oui, plus de précision. Ouais. Ensuite, le guacamole. Le guacamole, l'avocat. Oui. Tranquille, pas trop. OK. Pour sentir aussi le goût de la pâte ça, c'est du thon. Oui. Je préfère la poser. Oui, pour qu'on puisse bien voir aussi ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Okay. Je ne sais pas pourquoi mes mains aujourd'hui tremblent. Vous savez, c'est vrai que vous êtes expert en cuisine. Moi, je ne vais pas être expert aussi en stress et tout. Mais sachez que c'est normal. Il y a ce petit stress normal là. Nous, ça nous arrive aussi. Hein. Oui. C'est un beau stress, je pense. Oui, c'est un beau stress. C'est un vrai beau stress. Et il le faut pour bien faire les choses. Okay. Voilà. Donc, maintenant, c'est notre croissant, c'est fini. C'est notre croissant. Maintenant, on va les présenter dans l'assiette qui est noire, joli, beau. Allons-y. OK. Ça, c'est une sauce. Je voulais utiliser la mangue aujourd'hui. OK. OK. Donc, j'ai fait la mangue comme une purée avec de la gingembre. OK. OK. Pour aussi... qu'on appelle nyamakou habituellement. Voilà. OK. Donc, pour ajouter un peu de fraîcheur aussi. OK. Donc, de la mangue et du gingembre. Oui. On prend un petit salade. Oui. Ça s'appelle feuille de chêne, cette salade. Ça, c'est une salade frisée. OK. On prend notre croissant. On pose là-dessus. On pose là-dessus. Ça, c'est la manière chef Daguerre. Un peu de radis rouge. OK. C'est tout. Et bon appétit. C'est tout. Pas compliqué, pas... C'est pas compliqué. Oui, on peut rajouter. Je sens qu'on peut rajouter quelque chose. il dit, je sens qu'on peut rajouter quelque chose. C'est à votre guise, c'est à votre convenance, donc. Comme ça, c'est beau. Voilà. Et c'est magnifique. Chef Daguerre, ce qu'on va faire, c'est que rapidement, on va présenter ça avant que vous fassiez un deuxième. Hein. Okay. Vous allez comprendre pourquoi il faut faire un deuxième. Alors là, là on a le tiramisu. C'est ça. Expliquez-nous rapidement, c'est quoi le tiramisu? C'est un dessert italien. Oui. Ça se fait à base de 4 ingrédients, à base de l'œuf avec du sucre. On les fait au bain-marie, on les fait cuire au bain-marie jusqu'à on arrive à la température 70. Et puis, une crème chantilly. On a déjà donné la recette de crème chantilly mardi. On peut aller sur YouTube, sur RTI pour la voir. Merci. Et puis la ricotta, la fromage ricotta. OK. Et ce qui est trop important, c'est l'espresso, c'est le café. On utilise le café et ce biscuit qui s'appelle les doigts des femmes. Les doigts des femmes. Lady fingers. OK. Donc, on trempe ça dans le café et on commence à monter la tourne. Oui. On commence ce présentoir, comme vous l'avez dit. On commence à monter biscuit, crème, l'appareil, biscuit, crème, et à la fin, le cacao ivoirien que j'adore. Merci. Le meilleur cacao du monde. En tout cas, merci d'Adoré. Moi, je vous laisse le temps de faire un deuxième rapidement. Et puis, je retourne à ma place. Voilà. Pour vous dire que nous avons 2 invités dans cette émission. Donc, Quadio Generosa et Rosemonde Quadio. Voilà. Ce sont des sœurs jumelles. Venez, mesdames, approchez-vous. Voilà. Voilà. Et puis, sachez qu'elles sont journalistes. Ouais. Elles sont jumelles, elles s'habillent pratiquement de la même manière
et elles font le même métier. Bonjour, mesdames. Bonjour, Antoine. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis heureux d'avoir ici des consoeurs hein, que je rencontre très souvent, comme ça, dans les événements et tout. Alors, vous êtes amoureuse de Matin Bonheur. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans Matin Bonheur? J'aime Anjoal, sa prestance. OK, J'aime merci. également les différentes rubriques, la météo, le flash, ensuite le petit-déj. Et surtout les experts que vous invitez, qui nous instruisent énormément. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que moi j'ai du mal. Hein? J'ai des Rosa qui est juste à côté de moi et ensuite Rosemonde de l'autre côté. Pareil pour Générosa? Oui, c'est pareil. Et moi, en plus, j'aime le générique. Le générique? Le générique me tue. Ah bon, hein? C'est de belles couleurs. Oui. À l'image du présentateur, qui est très élégant aussi. Merci. Vraiment, Matin Bonheur, c'est un pur bonheur, quoi. Oui, comme le slogan le dit. Oui. Hein? Le générique, je pense qu'on va le garder hein, pour encore plus de... C'est bon, ça donne plus de punch et puis c'est bon. Est-ce que vous ne savez pas, c'est que pendant le générique, nous, on danse ici. Hein. Ah oui. Avant moi aussi, je danse aussi. Hein. Ah, vous dansez? Oui. OK. Alors, on va permettre à Chef Daguerre de nous emmener, bien sûr, les plats. OK. Vous comprenez pourquoi j'ai dit il faut deux. Hein? Oui. Il faut deux parce qu'on a ces belles dames qui sont ici, que nous invitons aujourd'hui pour déguster le plat de Chef Daguerre. On a du tiramisu avec du bon cacao de chez nous. Voilà. Il faut commencer, bien sûr, à la maison avant même d'aller à l'extérieur. Et il faut dire aussi que c'est un très beau sandwich hein, que Chef Daguerre va nous proposer. Là, à l'intérieur, il a dit il y a du guacamole, c'est de la purée d'avocat et tout. Chef Daguerre, allons-y. Voilà. Vous savez, il est perfectionniste, ce monsieur. Donc, on y va comme ça avec lui. On va vous permettre de déguster. D'accord. Okay. Voilà. Et puis, toujours quand on présente les assiettes pour les clients ou nos invités, toujours à droite. À droite, OK. Allez, bonne dégustation. Allez-y, mesdames. Rapidement, on peut avoir... Hassan, on peut avoir un papier mouchoir rapidement? C'est possible? Oui. Ouais, Chef Daguerre, vous allez nous aider rapidement. Rapidement. Tiens. On aura le flash dans quelques instants. Allez-y, mesdames. Mettez-vous à l'aise. Hein? Bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retourner avec les assiettes après. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Nous vous rappelons que vous êtes à Matin Bonheur et c'est un pur bonheur d'être avec vous dans cette émission. Donc, nous sommes avec nos invités qui sont en train de déguster et juste après, on aura le flash Afrique Inter. Comment on trouve? Parfait. Ça peut aller? Le goût est bien relevé, c'est bon. OK. C'est beaucoup de vitamines, beaucoup de force aussi le matin. Oui, la salade, bon, un peu de thon. C'est bon. Vous avez très entré. Comment? Vous êtes très entré? Très entré, OK. Voilà. On a besoin de ça pour bien écrire aussi, hein, pour faire de bons papiers. Oui, surtout pour faire de bons papiers. Parce que les journalistes ont besoin d'avoir beaucoup d'énergie. Oui. D'être vraiment en forme parce que c'est un travail qui est très... un travail intéressant, mais un travail qui nécessite aussi beaucoup de force. Beaucoup de force. En tout cas, vous l'avez bien dit. Nous, on va vous laisser continuer à déguster tranquillement. On va vous dire en même temps merci d'être venu à Matin Bonheur. Ici, c'est chez vous, c'est votre maison. Vous venez nous voir quand vous voulez. Donc, Quadio Générosa et Quadio Rosemonde, elles sont toutes deux journalistes. Donc, nos invités pour aujourd'hui dans le petit-déj. La suite du programme, ce sera bien sûr le flash et ensuite un invité dans cette émission pour évoquer l'esclavage aux Antilles françaises et aussi, bien sûr, ses abolitions. On vous permettra de repartir aussi avec les desserts tout à l'heure. Merci, Chef Daguerre. Merci pour ces belles dispositions. Vous êtes magnifique, Chef Daguerre. Merci. Voilà, vous aussi. c'est exceptionnel ce que vous nous présentez avec tous ces présentoirs-là. Allez, on revient dans quelques instants pour la suite de ce pur bonheur télévisuel. Merci de nous rejoindre à nouveau au cœur de Matin Bonheur. Il est 7h et c'est l'heure de l'actualité internationale. Une seconde conférence de Berlin sur la Libye est en cours de préparation. Elle aura lieu après la mi-juin. L'annonce a été faite par le ministre allemand des Affaires étrangères. Après sa mise en place, le gouvernement d'union nationale se retrouve aujourd'hui confronté à plusieurs défis. Il a à nouveau besoin d'un soutien international afin de consolider un cessez-le-feu toujours fragile dans le pays.
Plus de 300 personnes sans abri, majoritairement des migrants, sont rassemblées place de la République à Paris. Des migrants qui réclament une mise à l'abri et des hébergements à l'appel du collectif Réquisition, un collectif qui rassemble plusieurs associations. Des bus sont spécialement affrétés par la préfecture pour les conduire vers les centres d'hébergement. On écoute quelques réactions. Aujourd'hui, on a fait une action déclarée. Apparemment, la préfecture nous a entendus. Il y a des bus qui sont déjà là. Je pense qu'il y a d'autres bus qui vont arriver et ils vont être, j'espère qu'ils vont être pris en charge aujourd'hui pacifiquement. Ça nous fait plaisir vraiment. Eh bien, si le gouvernement et l'État se met à héberger toutes les personnes sans abri, il va avoir besoin de place. Alors, vous voyez par exemple ici cette caserne, qui est une ancienne caserne de garde mobile, il y a beaucoup de locaux qui sont vacants. On sait aussi, pour avoir campé plusieurs semaines place de la République, voire plusieurs mois à d'autres époques, qu'il y a beaucoup de logements qui restent vides pendant des mois et des mois. Donc c'est assez facile en réalité de recenser, de trouver pour le gouvernement, de trouver où se trouvent les immeubles et d'appliquer la loi de réquisition. Toujours en France, lentement mais sûrement, le profil du meurtrier présumé des Cévennes se précise. L'homme qui échappe encore aux gendarmes était équipé d'un gilet pare-balles en arrivant sur son lieu de travail. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour tenter de débusquer le fugitif lourdement armé qui se cache dans la forêt cévenole après avoir abattu son patron et un de ses collègues. Le procureur de Nîmes et le patron de la gendarmerie se prononcent. On les écoute. Je tiens à considérer qu'il est peut-être en mesure de m'entendre et le seul message, bien entendu, que je peux lui adresser, c'est de revenir à la raison, de déposer les armes et parce qu'il le doit à sa famille, qu'il le doit aux familles des victimes, qu'il le doit à sa communauté, de venir s'expliquer sur son passage à l'acte dans le cadre d'une reddition pacifique. On a environ 300 gendarmes mobilisés qui proviennent de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie mobile et du GIGN, appuyés par des moyens aériens. On est sur un terrain de montagne où le couvert forestier est extrêmement dense et on a malheureusement beaucoup de cavités qui sont autant de points à contrôler. Et on s'intéresse à présent au conflit israélo-palestinien. Après avoir annoncé la présence de ses soldats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière ce vendredi. Elle évoque un problème de communication en interne à l'heure où le bilan de ces frappes dans ce territoire palestinien cette semaine a franchi le seuil de 100 morts. Depuis le début lundi de ce nouveau cycle de violence, 103 Palestiniens, dont 27 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza et 580 blessés selon un dernier bilan du ministère local de la Santé. Et on termine avec ces images des États-Unis. À New York, le coiffeur Herman James, contraint de fermer son salon à cause de la pandémie de Covid-19, a déplacé son activité en plein air. Il s'est installé avec ses ciseaux au cœur de Central Park. Quand le temps le permet, il coupe désormais les cheveux au milieu de la verdure et les clients apprécient. Âgé de 33 ans, Herman James est la dernière attraction en date de ce poumon vert de la grande ville de la côte est américaine. Pour rappel, Central Park est connu pour ses musiciens, ses patineurs ou encore ses oiseaux rares. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir vendredi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Aboulaye. Et puis, le programme, je demande toujours, hein, le programme du week-end. La même chose. Oh, comme d'habitude. Oh, il est passionné de musique française. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, excellente journée. Et puis, on sera ensemble. Et à toi également, bon déroulement. Merci. On est ensemble, mon frère. Allez. Vrai ou faux, en compagnie de l'experte en la matière, lorsqu'on parle de digital, Méliane Cuny, bonjour. Bonjour Angeval, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec le Congo. Oui, des habitants de Tanganyika célèbrent la destitution du gouverneur. Est-ce que c'est vrai, selon toi, Angeval? Je te laisse dire pour notre expert. Nous, on a déjà l'actualité. Mais c'est faux, justement, oui. C'est faux. Ils ne sont pas en train de célébrer la destitution du gouverneur Zoé Kabila. C'est vrai qu'il était
démis de ses fonctions depuis le 6 mai, mais il célébrait plutôt la construction d'une nouvelle voie. Oui. Voilà, donc c'est plus la voie qu'ils étaient en train de célébrer. Et les photos, en même temps, sur les réseaux sociaux, tout de suite, ont été assimilées au départ du gouverneur. Une autre information... Mais déjà, pour cette information... c'est faux, Voilà, c'est faux. Et puis, ça a été vraiment partout sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Oui. On a eu une autre information, on a eu même des vidéos et tout. Une jeune Malienne au niveau du Maroc qui a fait 9 bébés. Oui. On a vu la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a une femme, une Malienne qui a eu 9 bébés, mais la photo, c'est pas la dame. Ah, ok. La photo et les illustrations des bébés et tout, non. C'est plutôt une Américaine qui avait accouché de sextuplés au Texas, voilà, en 2017. Donc, c'est cette illustration-là qu'on a utilisée. Et puis, on a dit, ah ouais, que la dame, elle a fait les 9. Sinon, effectivement, elle a fait 9 bébés. Ouais, j'ai eu peur tout à l'heure. Effectivement, elle a fait les 9 bébés, mais c'est ni sa photo, ni sa vidéo. Non, non, il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de quelqu'un d'autre. 9 quand même, waouh. Non, elle a fait fort, franchement. Wow. Là, je ne sais pas si on n'en fait plus ou on continue. Mais 9, un coup de 9, tu as fait encore 18, on va se sortir. Mais les enfants, ils sont adorables. Oui, ils sont adorables. Mais je pense que gérer 9 bébés simultanément... c'est pas évident. C'est pas évident. Les pleurs, la nuit... La tétée, le biberon et tout ça. Sans compter qu'à partir d'un certain âge, ils deviennent un peu turbulents. Il faut les attraper, éviter qu'ils touchent. 9, toi seul. Et la partie du film où nous, les hommes, on change de chambre, on va se mettre... Voilà. Et puis vous allez la laisser avec les 9 bébés. Bon, elle allait comme moi, elle récupère comme moi. Allons-y, Méliane. On sait tous que le 11 mai, on célèbre la mort de Bob Marley. Oui. Et on a eu comme ça une information sur les réseaux sociaux disant qu'un inspecteur de la CIA, voilà, il affirme avoir assassiné Bob Marley. Ah bon? Mais c'est faux. Il faut tout pour se faire voir. Non, il faut tout. Et il faut dire que, en même temps, l'information même de dire qu'il a mis une pointe contenant un produit cancérigène dans la chaussure de Bob Marley. Et c'est quand il a porté la chaussure que finalement il a été et tout. Bon. Il est très ingénieux. Hein. Fallait le faire. Oui. Mais non, c'est faux. Il n'en est rien de tout ça. Ils ont récupéré une image sur les réseaux sociaux, une image dans la banque de données. Et c'est ce qu'ils ont utilisé. Mais c'est faux. Aucun agent de la CIA n'a affirmé avoir assassiné notre très cher Bob Nesta Marley. Quatrième information. Oui, on a célébré le Ramadan il y a quelques jours. On a bien célébré. Non, je n'ai pas été invitée. C'est pas grave. J'ai mangé chez personne. Je suis rancunière. Rattrapage l'année prochaine. Non, je suis fâchée. Mais... Il y a ta masquée pas loin. On a eu une mosquée, justement, qui a été révélée sous une tempête de sable dans le désert algérien. Oui. Ben non, ça n'a pas été révélé. C'est vrai que cette mosquée-là, et on nous dit qu'elle date d'avant Jésus-Christ, mais cette mosquée a été certes découverte, mais il y a à peine un siècle. Donc, elle ne date pas d'avant Jésus-Christ, et elle n'a pas été découverte grâce à une tempête de sable, non. On a eu des informations avec les étudiants, justement, qui sont en train de la réhabiliter. Effectivement, cette mosquée existe bien au niveau du désert algérien, mais c'est juste que ce n'est pas une tempête de sable et tout qui a permis la découverte. On a fait toute une histoire, hein, que juste la veille du Ramadan, il y a un vent qui a soufflé, et puis la mosquée est sortie. Le fait peut exister, mais les commentaires sont tout ce qu'on prend pour agrémenter, ça peut être... Et comment on présente et tout ça, voilà. C'est là qui fait que c'est faux. Sinon, la mosquée existe. Ça fait un siècle, voilà. Et ils sont en train de la réhabiliter et tout pour en faire un musée. Bien sûr, et ça permettra comme ça à ceux qui aiment bien découvrir le désert et bien... Aller dans le désert aussi, c'est magnifique, Méliane. Ah bon? C'est exceptionnel. Je vais essayer. il faut te permettre cela un jour. C'est magnifique découvrir le désert. Allez, merci à Méliane Cuny. On a eu d'abord cette première information du Congo. Ensuite, une deuxième information avec cette dame qui a fait 9 bébés. Ensuite, Robert Nesta Marley, l'information sur lui qui est fausse. Et ensuite, la mosquée dans le désert algérien. Allez, Méliane, que nous allons retrouver vendredi prochain. Beaucoup de plaisir. Oui, Angèle. C'est quoi le programme du week-end déjà? En ce moment, c'est la période des baptêmes, donc j'ai plusieurs baptêmes et puis j'ai 2 anniversaires aussi. On imagine les emportés de Méliane. Non, il n'y aura pas d'emportés. C'est fait chez moi, donc il n'y aura pas d'emportés. Ça reste à la cuisine, ça ne sort pas. Merci beaucoup.
Améliane, c'est toujours un plaisir de la voir et surtout d'être avec elle dans cette émission. Voilà, eh bien, la gratitude, le travail, la reconnaissance et le professionnalisme en compagnie du professeur Henri-Alexandre Guessan. Il est professeur de chirurgie générale, premier chirurgien en endoscopie de Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui ne savent pas, sachez que l'endoscopie, c'est une méthode d'exploration visuelle médicale à l'intérieur d'une cavité inaccessible, bien sûr, à l'œil nu. Allez, nous allons poursuivre donc cette émission, vous offrir un autre pan de notre chapelet d'informations à vous proposer donc. Dossier EcoPlus dans ce numéro de Matin Bonheur avec un sujet qui fait grincer les dents depuis quelques semaines chez nous en Côte d'Ivoire. Crise électrique, la Côte d'Ivoire à l'épreuve du rationnement. On se retrouve dans 6 minutes. Zone industrielle de Yopougon, une usine quasiment déserte. Adama Koulibaly fait sa tournée quotidienne d'inspection. Depuis environ 2 semaines, ces machines sont à l'arrêt. Cette machine fait la mise en forme et puis après, elle découpe le produit fini qui est empilé de l'autre côté. Directeur technique de cette unité de production de toiture en fibrociment, son activité subit de plein fouet la crise de l'électricité. Depuis une dizaine de jours, on ne produit pas. Parce que les fournisseurs de ciment n'arrivent pas à nous fournir. Ils sont rationnés en électricité. Et si on n'arrive pas à les fournir, nous, on ne peut pas travailler. Donc, le courant n'est pas constant. Et nous, on n'a pas un groupe assez puissant pour nous faire produire. Même si le courant revenait à la normale aujourd'hui, si on ne nous a pas fourni du ciment, ce serait impossible de produire. Une centaine d'employés menacés de licenciement. Le manque à gagner est important. En temps normal, on produit 500 000 m² de toiture par an. Et avec cette situation-là, on est à zéro à la limite. Adama Koulibaly n'a pas encore évalué les pertes financières liées à ces perturbations dans la fourniture de l'électricité. Il est sûr d'une chose, les gains de l'entreprise s'en trouveront fortement affectés. Une difficile période que traverse l'ensemble des entreprises ivoiriennes et à laquelle devront désormais faire face les ménages. La semaine dernière, on n'avait pas besoin d'impacter les ménages. Face aux incidents de ces derniers temps, donc, nous devons déployer ce programme donc, sur un principe d'interruption sur des plages pouvant aller jusqu'à 6 heures. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la Côte d'Ivoire soit confrontée à une telle situation? Les premières explications sont données le 23 avril à Azito. Il y a 2 jours, un incident s'est produit ici. Une grosse machine a connu une panne imprévisible. Et malheureusement, nous avons dû rationner la distribution de l'électricité. Et malheureusement, les populations ont dû subir cela. Le ministre, tout en se félicitant de la réparation de la machine en question, levait un coin de voile sur une autre cause de l'indisponibilité de l'électricité. La baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays. Illustration ici au barrage d'Ayamé 1 dans le sud-est, mais également au barrage de Kossou dans le centre. Le niveau d'eau nous limite en fait. La puissance dont on a besoin pour faire tourner l'alternateur pour avoir la puissance à la sortie, on n'a plus cette puissance-là. Parce que le niveau d'eau ne nous permet pas d'avoir notre puissance mécanique. L'eau joue en effet un rôle très important dans la création de l'énergie. La force des chutes d'eau est transformée en énergie qui est utilisée pour produire de l'électricité. La Côte d'Ivoire compte 7 barrages hydroélectriques dotés d'une capacité de production de 2970 gigawattheures. Ces barrages tournent aujourd'hui bien en deçà de leur capacité. Le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait, n'est pas encore remonté, si bien que la capacité de production électrique par l'hydraulique est réduite en raison donc du niveau d'eau qui est insuffisant. Et par la suite, plusieurs incidents ont eu lieu tant sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Des barrages en manque d'eau, des centrales thermiques surexploitées à bout de souffle, mais également la pandémie de Covid-19 a retardé plusieurs investissements dans le secteur. Voici les principales causes de la crise de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est un déficit de 200 MW que subit la Côte d'Ivoire aux heures de pointe. Mais pour le gouvernement,
Il s'agit bien là d'une crise conjoncturelle qui se résout avec des mesures bien ciblées. Nous avons commencé des échanges avec les industriels pour qu'ils prennent le relais et qu'ils produisent en interne de sorte à compenser, à nous aider à gérer ce déficit. Nous avons créé donc une cellule de veille. Les ménages, eux, sont désormais rationnés. Des coupures entre 6h et 12h et entre 12h et 18h. La Côte d'Ivoire, qui exporte plus de 10% de son électricité vers les pays voisins, a réduit également cette exportation de 200 MW à 60 MW. Le retour à la normale est prévu pour juillet, donc la situation devrait progressivement s'améliorer et non pas s'empirer. La capacité hydraulique installée est bien au-delà de ce qu'elle produit aujourd'hui par manque d'eau. Donc ce n'est qu'une situation conjoncturelle que nous traversons qui ne peut pas être baptisée ou appelée délestage parce que on n'est pas dans une situation structurelle de déficit. La livraison de la 4e turbine d'une capacité de 253 MW en construction à la centrale thermique d'Azito à Yopougon devrait régler définitivement les coupures actuelles d'électricité. Des solutions de crise, mais également des investissements pour renforcer le parc de production. Plusieurs projets importants ont été lancés, notamment les barrages de Gribo-Popoli, 112 MW, et Sengrobo-Awati, 44 MW, en cours de réalisation. Le pays pense à diversifier également ses sources de production. Pour le solaire, il y a 4 projets d'énergie solaire qui vont être réalisés sur la période de maintenant à 2023. Et si tout va bien, au cours du mois de juillet ou plus tard, le démarrage des travaux de la première centrale solaire de Côte d'Ivoire, donc à Boundiali, va se faire pour une mise en service en 2022. Et va suivre aussi, donc c'est le chantier de la première centrale solaire donc flottante, donc à Kossou, et qui va aussi se faire. Pour l'heure, tout est mis en œuvre pour réduire le temps d'indisponibilité de l'électricité et le rationnement. Faire en sorte que les 3 mois de difficulté ne viennent pas anéantir les 10 années d'efforts consentis pour réduire la fracture énergétique. Tel est l'objectif des autorités ivoiriennes. Voilà la Côte d'Ivoire à l'épreuve du rationnement, oui, avec cette crise de l'électricité. Merci à la rédaction de RTI1 pour ce dossier EcoPlus. Allez, on passe maintenant à notre thématique agriculture. De 1450 à 1869, eh bien, ce sont plus de 11 millions d'Africains qui sont déportés hors du continent. En souvenir, eh bien, une journée est consacrée aux mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, à la suite aussi de la loi Taubira de 2001. Ensemble, évoquons l'esclavage et ses abolitions avec notre invité. Nous avons l'honneur et le plaisir de l'avoir dans notre studio, donc, M. Georges Ravoteur. Il est président de la coopération ivoiro-antillaise, promoteur, initiateur du carnaval ivoiro-antillais. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, ça vous fait? Moins bien ou... Moins bien, moins bien. Eh bien, moi, content d'être ici, là. OK, pareil aussi pour nous. Eh bien, on parle un peu créole pour vous dire qu'on est quelque part en Martinique ou en Guadeloupe. Oui, on est aux Antilles. On est aux Antilles. On est de l'autre côté de l'Atlantique. De l'autre côté, carrément même. Allez, vous allez, c'est vrai que vous avez dit nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez nous présenter un peu les Antilles avant qu'on puisse poursuivre. Les Antilles, alors, donc, c'est très simple. Vous avez l'Amérique du Nord, oui. C'est-à-dire la pointe de la Floride, et vous avez ensuite, de l'autre côté, l'Amérique du Sud. Oui. Donc, nous avons entre ces deux pointes 7000 îles. Donc, les grandes Antilles en haut, c'est-à-dire la Jamaïque, Cuba, etc., etc. Oui. Et après, on descend vers les petites Antilles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Vincent, etc., jusqu'aux Guyanes. Et ces îles-là, quand même 7000 îles et îlots, parce qu'il ne faut pas oublier, elles sont toutes petites. Oui. Mon pays est tout petit, c'est-à-dire 30 km de large sur 100 km de... Oui. 100 km de long. Donc, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un petit point. Un petit point. Et quand on voyage en Martinique ou ailleurs, dans toutes les îles, sauf peut-être les Grandes Antilles, la Jamaïque, etc., on trouve un autre système. Mais on a l'impression de voyager longtemps, parce que c'est très hérissé par les montagnes, les collines, etc. Et tout. Et voilà. Donc, de belles plages, tout ça. Oui, de belles plages. Ah oui, ça, oui. Alors, donc, nous sommes aux Antilles. Merci pour cette belle petite présentation, donc, qui nous permet de mettre le pied dans le plat et de comprendre où nous sommes. On a aussi envie de demander d'où vient le mot Antilles.
Antilles. Donc, ça a été inventé par ceux qui ont fait la géographie, parce que normalement, c'est la Caraïbe. On appelle ça la Caraïbe. Oui. Donc, comme il y a la mer des Antilles, le mot, je ne sais même pas d'où ça vient, mais on a décrété que c'était ça. Mais normalement, c'est la mer des Caraïbes. Si vous regardez bien sur la carte, vous verrez mer des Caraïbes. Et ensuite, on a toutes les îles qui font partie de l'archipel des Antilles ou de la Caraïbe. Donc, il n'y a pas d'explication spéciale. Il faudrait demander ça aux gens qui inventent des mots, parce qu'on a toujours été inventé par quelqu'un d'autre. Bien sûr. Direction l'Académie française. Il faut dire que les Awarak, les premiers habitants appelaient ça... ils ont pris le mot des Awarak, Antilla. Okay. Antilla. Donc, pourquoi ça devienne Antilles en français, je ne sais pas. Alors, voyage dans le temps, on va approfondir nos connaissances sur un sujet très important. On parle de l'esclavage aux Antilles françaises. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que cela a commencé? Alors, tout d'abord, avant de parler de l'esclavage, il faudrait parler déjà de la découverte de l'Amérique. De l'Amérique, OK. Donc, il paraît que Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique en 1492. Donc, cette histoire de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, on fait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et plus les Antilles, parce qu'il fait le tour des Antilles et il y arrive. C'est déjà les prémices de l'esclavage. Il arrive, il se trompe soi-disant de route en disant que c'est la route de l'Inde qu'il a prise. Mais en arrivant, il voit des Noirs, des gens, des Indiens, quoi, pour ainsi dire, avec beaucoup de bijoux. Et à ce moment-là, lui viennent des idées à pouvoir exploiter. Je vais pas enterrer Christophe Colomb parce que nous avons tendance à déboulonner un peu partout. Mais voilà un peu l'histoire. Donc, il commence par conquérir l'Amérique et ensuite, il commence à mettre en esclavage les Amérindiens qui étaient là. Je pense que ce sont les Awarak et les Taïnos, parce que ce sont eux qui étaient les tout premiers Amérindiens qui étaient dans cette île. C'est leur pays. Tout ça, c'est leur pays. Ils sortaient des Guyanes et ils remontaient, ainsi de suite, en pirogue. Et de là, il les met en esclavage, pour ainsi dire. Il commence par leur donner des corvées à des main-d'œuvre un petit peu gratuites, quoi. Et de là, on commence les prémices de l'esclavage, c'est le génocide des Amérindiens. Donc, n'acceptant pas cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous se suicider et il ne restera que les femmes. Il y a quelques hommes quand même. Et après... Donc, il s'est avéré qu'aux Antilles, il y a la canne à sucre. La canne à sucre, n'ayant pas d'Indiens, il faut faire venir une main-d'œuvre docile et forte qui puisse travailler tout cela. Étant donné que l'esclavage existait déjà, on va traiter la traite négrière. La traite négrière, donc, elle sera faite en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ainsi de suite, dans plusieurs contrées d'Afrique. On va choisir les plus beaux hommes, les plus belles femmes, les plus robustes, les plus forts, et on va les examiner comme on examine un cheval, par exemple. On va regarder les dents, on va regarder le sexe, on va regarder tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les talons, il faudra qu'ils fournissent de la main-d'œuvre aussi, parce qu'on ne prendra pas uniquement que la main-d'œuvre qui coûte très cher, qui va sortir de l'autre côté, et que pour faire venir ces gens-là aux Antilles. Donc, il va y avoir à peu près, sur cette traite négrière, il va y avoir près de 20 millions de Noirs qui vont aller vers les Antilles. Et l'océan Atlantique est un cimetière aussi pour esclaves, parce que les esclaves étaient tous attachés à la même chaîne. Donc une longue chaîne, et il suffisait qu'il y en ait un qui veuille se suicider, mais il emportait tout le monde. Voilà. Alors donc ça va durer assez longtemps, ça va durer 400 ans. Bon, l'histoire de l'esclavage est assez importante quand même, parce que ce sont des gens que l'on prend dans un pays. Avant de descendre du bateau négrier, on les baptise au nom du Père et du Fils, etc., au nom de l'Église catholique, apostolique et romaine. Celui qui ne sera pas baptisé, que son maître aura oublié de le faire baptiser, il aura une amende. Alors déjà, on voit déjà que la religion arrive et le pape bénit toutes ces choses parce que... Et le roi, qui était à l'époque, c'était Louis XIII, il fallait absolument qu'il donne cette autorisation. On allait même en venir dans ces échanges, la place même de l'Église, mais ce sera aussi pour tout à l'heure. Eh bien, après ces faits,
Après cette histoire que vous nous contez, intervient l'abolition de l'esclavage en 1848. En 1848. Bon, l'abolition de l'esclavage, c'est sûr qu'il fallait quelqu'un qui soit député pour pouvoir faire une loi. Bien sûr. Et que cette loi soit approuvée. Donc, c'était Victor Schœlcher. Mais il ne faut pas oublier que cette abolition... Bon, c'est sûr, on entend tout le temps le nom de Victor Schœlcher, mais les esclaves, ce sont eux qui ont cherché à gagner leur liberté. Il y a eu des insurrections au nord, au sud. Si je prends l'exemple de la Martinique, au nord, au sud, au centre, on a brûlé les registres de paroissiens ont été brûlés, les mairies ont été incendiées. Donc c'était la grosse révolte des esclaves. Donc les Békés ont fui vers les autres îles, puisque bon, la Martinique, la Guadeloupe est en feu, donc il va falloir qu'ils trouvent à se mettre ailleurs pour pouvoir continuer ce petit commerce. Donc, une fois arrivés, les esclaves ont entendu que le 27 avril 1848, il y a quelque chose qui s'est fait dans le grand pays, ils appelaient ça le grand pays, c'est-à-dire la France, le grand pays blanc. Donc, c'était le langage, c'était pas, comme nous parlons là maintenant, c'était pas la langue française, c'était pas le créole encore, c'était des brides de créole qu'il y avait, mais celui qui servait de téléphone, si vous voulez, c'était quoi? C'était le tambour. Le tambour. Le djembé, oui. Voilà. Alors, donc, c'est qui donnait le langage qu'il faut brûler, parce qu'on a voté une loi, et comment se fait-il que nous soyons toujours esclaves? Il faut dire aussi que le temps que ça arrive, que les gouverneurs de Martinique, de Guadeloupe, etc., reçoivent les formations, il fallait du temps, parce qu'à l'époque, c'était les négriers, c'était des bateaux, des frégates qui traversaient l'Atlantique pour pouvoir arriver chez nous. C'était des jours, des semaines. Voilà. Alors, ce qui fait que ça prenait du temps, et finalement, ce qui fait qu'en Martinique, le 22 mai, c'est la date de l'abolition, puisque du 27 au 22 mai, ça fait déjà quelque temps quand même. Oui, hein. Oui. Alors, le 22 mai. Ensuite, en Guadeloupe, ce sera le 27 mai. Ensuite, en Guyane, ce sera en juillet. En août, ça sera en août. Et la Réunion, qui est de l'autre côté, qui est en Afrique quand même, ce sera au mois de décembre. Bien sûr. Donc, voilà les abolitions. Mais avant de venir à cette deuxième abolition, il y a eu une première abolition qui était en 1793. C'est-à-dire que dans tous les territoires... français, il ne devait plus y avoir d'esclaves. Cependant, il y a un monsieur qui s'appelle Napoléon, dont c'est les 200 ans de l'anniversaire de sa mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il révoque cette loi. Et en 1802, l'esclavage revient. Alors, donc, Haïti devient, à ce moment-là, le premier État libre, indépendant, et au moment où ils arrivent... à lutter contre ça. Il faut dire que Napoléon perd une bataille dont personne ne parle. Aux Antilles, avec des nègres, quand même. C'est quelque chose qu'on ne peut pas parler. Donc, c'était la bataille de Vertières en Haïti. Alors, je salue les Haïtiens, d'ailleurs, mais ils ont payé très cher cette victoire, parce qu'on leur a demandé, je ne sais plus le nombre, mais quelques milliards, des milliards et des milliards d'or pour pouvoir verser à la France. Ça veut dire que toute la vie, Haïti aura une dette envers la France. Donc, chose illégale et anormale. En tout cas, merci de nous emmener dans l'histoire pour comprendre tous ces moments. Vous êtes membre d'une forte communauté antillaise ici en Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous vivez tous ces faits lorsqu'on parle d'esclavage? Nous avons fait une fête, les Antillais, nous avons organisé une fête le 8 mai qui fêtait les 20 ans de l'abolition de la loi Taubira, disant que l'esclavage et la traite négrière, c'est un crime contre l'humanité. Donc ça fait déjà 20 ans que Mme Taubira a voté cette loi. Ensuite, M. Chirac, en 2006, a voulu que cette loi devienne nationale, c'est-à-dire mondiale. Et la France est le seul pays à reconnaître que l'esclavage et la traite négrière soient un crime contre l'humanité. À part le Sénégal, aucun pays africain, donc j'espère que la Côte d'Ivoire
et c'est à vous, c'est votre travail, ça, que la Côte d'Ivoire s'y mettra. Ce sera ce canal aussi de cette émission, oui. Que la Côte d'Ivoire s'y mettra et qu'on arrivera petit à petit à fêter l'esclavage. Nous, à fêter l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire la loi Taubira, déjà, au moins. C'est pas grand-chose qu'on demande, fêter la loi Taubira, puisque le Sénégal le fait, ils le font le 27 avril. C'est-à-dire le jour où le décret a été promulgué. Bien sûr. C'est un appel aussi que vous lancez à travers cette émission. Eh bien, on va rester sur cette loi qui, en vertu d'un décret du 31 mars 2006, est publiée le 1er avril 2006, donc. Et la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et leur abolition, eh bien, est célébrée pour la première fois le 10 mai 2006. Et aussi 20 ans après, moi, j'ai envie de demander quel bilan. La loi, c'est en 2001, parce que les 20 ans. En 2001, oui, 2001. Oui, en 2001. En 2006, c'est M. Chirac qui demande qu'il y ait une journée de toute la France et ses dépendances, qui est cette journée, que ça soit fêté. 20 ans après, quel bilan? 20 ans après, il y a beaucoup de choses. Mais j'estime qu'il y a pas mal encore de choses à faire. Bon, la réparation, il faudrait peut-être que les écoles... Bon, déjà, commençons par la France, déjà, que les écoles prennent connaissance que l'esclavage a existé et qu'on ne cache pas ça parce qu'on a eu ce sont des atrocités. Et c'est l'histoire de la France. Et l'histoire de l'Afrique aussi, en même temps, je vais en profiter. C'est pas uniquement l'histoire de la France, il y a les deux, en fait, de l'Occident et de l'Afrique, parce qu'il serait temps, parce que tous ceux qu'on a arrachés, des jeunes gens qu'on a arrachés comme ça en pleine force, etc., pour aller vers les Amériques, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quand même, il y a près de 20 millions d'Africains qui sont partis de l'autre côté. L'Africain qui nous regarde a l'impression que nous sommes des gens avec une cuillère d'or dans la bouche, etc., mais ils oublient notre histoire, l'histoire africaine que nous avons, parce que c'est l'Afrique quand même. Oui. Ouais. Alors donc, je suis un petit peu révolté sur ça. Moi, j'ai envie de demander votre première fois en Afrique. Ma première fois en Afrique, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je suis allé d'abord au Sénégal. Bon, au Sénégal, ce qui m'attirait, c'était Gorée. Et j'étais un peu déçu quand même, bien que Gorée m'ait fait pleurer, mais j'étais un peu déçu parce que on nous a montré que les esclaves couchaient là avant de partir vers l'Atlantique, vers l'Amérique. Et ça m'a un peu... Mais j'ai aimé. Mais l'endroit où ça m'a le plus habité, c'était au Bénin. C'était le Bénin. Parce que j'ai fait la route de Ouida, la route des esclaves, et j'ai essayé de fermer les yeux, de m'imaginer, et j'ai eu des espèces de frissons, des choses... C'était une horreur, parce que je vivais ça, j'avais l'impression que d'être esclave, qu'on venait de me capturer. Oui. Donc je pense que ce genre de... Et en Côte d'Ivoire ? J'y viens. Oui. La Côte d'Ivoire, parce que je suis très passionné sur l'esclavage. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est un ami qui me téléphone, qui me dit, j'étais en France, il me demande, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bon, j'ai un avoir, et il m'a dit, viens passer quelques jours en Côte d'Ivoire, comme ça tu connaîtras la Côte d'Ivoire. Je dis, mais je connais déjà l'Afrique. Il me dit, si tu viens en Côte d'Ivoire, tu verras. Je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire. Ouais. Il y avait des ordures, bien sûr, des tonnes d'ordures un peu partout, parce que c'était pendant la guerre. Oui. Et le pays était un petit peu bizarre. Et je me suis dit, si jamais ce pays n'est plus en guerre, ce sera un pays extraordinaire. Et il y avait certains lieux, quand on sort de Bégerville, j'avais visité cet endroit, j'avais l'impression de me retrouver vers chez moi, à Cluny. Oui. Et ça a été un choc. Et puis je me suis dit, bon, finalement, habiter l'Afrique, que ce soit le Sénégal ou autre, je pense qu'il vaudrait mieux habiter la Côte d'Ivoire, même si le pays est en guerre. Oui. Et Dieu merci, tous ces résolus là, vous êtes assis, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à l'aise. Oui, ça va. Alors, on parle bien sûr dans cette émission d'esclavage aux Antilles françaises. On essaie de faire le tour depuis le début jusqu'à maintenant. On sent dans vos dires que l'Afrique représente beaucoup pour vous. L'Afrique représente beaucoup pour nous parce que je suis africain, je suis antillais, je suis un antillais d'Afrique. Donc, nous sommes tous des Afro-Antillais. Oui. Donc, l'Afrique représente énormément. C'est quand même notre berceau. C'est quand même là où notre ancêtre est né. Celui qui a souffert, quand même, c'est l'Africain qui a souffert. Le plus, nous arrivons dans une institution qui représente autre chose, où on ne nous reconnaît pas non plus. Nous ne sommes pas reconnus. Il y a des choses qui sont encore qu'il faudrait revoir aussi là-dessus. Oui.
Mais je suis habité peut-être par mon ancêtre, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Évoquons maintenant la situation, la place de la femme. Oui. La femme, au temps de l'esclavage... Tout au long de cette période, oui. Oh, c'était quelque chose. La femme, je dirais pas antillaise, la femme africaine à cette époque. Bon, depuis, le pays est devenu un pays matriarcal. Parce que l'esclave, quand on est esclave et qu'on est avec une femme, elle est seule pour subir les départs de son mari et élever ses enfants. Mais elle avait aussi un rôle qui était vraiment pénible. Elle pouvait être violée, parce que s'il y a des gens qui sont un peu de nos couleurs, ou bien mulâtres et tout, ce n'est pas l'amour, c'est un viol, qu'elle le veuille ou pas, et qui était renouvelé un peu à chaque fois que le maître voulait, et surtout les esclaves domestiques, les femmes qui étaient le plus souvent les esclaves domestiques, elles étaient insultées par les femmes, par la famille. Elles travaillaient durement, elles travaillaient il y a une journée de 24 heures, elles faisaient au moins 18 heures de travail. Elles étaient pas habillées convenablement, c'était des sacs, vous savez, les sacs de riz là qu'on fait. Oui. Il y avait un trou au milieu et deux trous pour les bras. Et elle en recevait peut-être 2 pour l'année. Donc, oui, 2 pour l'année. Et elle vivait toutes les atrocités qu'on faisait à son mari, parce que si le mari a fait un essai d'évasion, on va lui couper déjà une oreille déjà au départ. Après, on va lui couper un jarret pour une récidive. Il y a au moins les coups de fouet déjà que l'on reçoit constamment, parce que si vous regardez des images, vous verrez des gens avec le dos complètement ensanglanté, fouetté et tout ça. Donc, elle se retrouvait toujours toute seule. Et cette femme, on l'appelle la femme potomitan. C'est comme ça que nous les appelons. La femme de potomitan, c'est-à-dire c'est elle la femme debout, oui. Malgré toutes les atrocités qu'elle a subies depuis l'esclavage jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est toujours là. Donc, mais l'affection de la femme envers ses enfants, parce que vous voulez beaucoup de choses, oui. L'affection de la femme envers ses enfants, il ne faut pas oublier que l'esclave n'avait pas le temps de faire des câlins. C'est maintenant que je vois ça en Afrique, je suis émerveillé. Oui. Même ma mère, elle nous aimait énormément. Quand elle me présentait, elle disait « c'est mon fils aîné, c'est celui que j'aime le plus, etc. » Mais je recevais une bonne fessée, je recevais des brimades, tout ça. Je disais mais « quel amour que tu peux avoir pour nous ?» Mais c'était normal, parce que ça descendait de ce que nous avons subi au départ, et ça s'est descendu de famille en famille jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Maintenant, ça va un peu mieux, parce qu'il y a la télévision qui amène autre chose en disant la femme a beaucoup souffert et elle est debout. Et il faut saluer cela. On en profite pour avoir une pensée pour ces femmes esclaves productrices et vendeuses de lait au Suriname en 1839, ou même Claire, marronne guyanaise, étranglée, puis pendue. Et on oublie la mulâtresse, on oublie Lumina Sophie, qui ont été de grandes héroïnes. C'était des femmes qui ont donné leur vie, des jeunes femmes. On oublie qu'elle a été la mulâtresse a été la compagne d'Elgrès, Louis d'Elgrès, qui a fichu une raclée à Napoléon. Et bon, d'Elgrès qui dit au moment où il a été capturé, il s'enferme dans un fort et dit vivre libre ou mourir. Et il fait sauter le fort avec ses coéquipiers. Alors, c'est tellement une belle histoire, mais nous sommes pris par le temps. On est obligé donc de poursuivre avec notre invité, M. Georges Ravoteur, qui nous ramène vraiment dans le temps. On va évoquer un autre volet avant de... Oui, merci à la réalisation qui nous permet d'avoir ces images-là. Donc, nous allons poursuivre. Un autre volet aussi, sous votre regard très perçant sur ces images-là d'illustration. Donc, merci encore. Voilà comment nous étions, oui. Voilà comment étaient nos parents. Oui, les ancêtres. Voilà. Sortant de Ouida, c'était exactement ça. Il venait d'être capturé et vendu. Vous voyez l'autre qui est en blanc là, c'est celui qui les vend déjà, qui commande à les emmener pour le négrier avec la hache de l'autre côté. On n'hésite pas de le corriger, quoi.